Quand les forces allemandes ont franchi la frontière soviétique en juin 1941, l'armée rouge a été presque anéantie. Contre toute attente, les soldats de l'armée rouge ont non seulement repoussé l'invasion allemande, mais ont aussi pris d'assaut Berlin, assurant la victoire. Mais que se serait-il passé si les événements s'étaient déroulés autrement? Les Soviétiques préparaient secrètement leur propre offensive prévue pour début juillet 1941. Alors qu'est-ce que cela aurait signifié pour la Seconde Guerre mondiale s'ils avaient réellement envahi l'Allemagne en premier? Comment le cours de la Seconde Guerre mondiale aurait-il changé? Et cela aurait-il vraiment été bénéfique? Découvrons-le. Tout d'abord, il est important de revoir les préparations que l'Union soviétique a faites et si leur invasion prévue, nommée Opération Groza ou Tempête, était vraiment une option réaliste. Bien qu'il y ait en réalité une montagne de preuves suggérant que les Soviétiques prévoyaient réellement d'envahir l'Europe de l'Est en premier, l'une des plus grandes questions qui subsistent est de savoir comment leur zone de sécurité a été démantelée juste quelques semaines avant le début de la guerre. La pensée de l'époque était que les défenseurs devraient avoir une zone de sécurité le long de leurs frontières. Les paramètres exacts de ce qui constitue une zone de sécurité sont subjectifs, mais le principe de base est d'avoir un territoire d'environ 50 km à partir de la frontière, dépourvu de tout équipement militaire majeur comme des dépôts et des magasins, des ponts plus petits, des routes plus faibles et des unités d'infanterie légères mobiles. Derrière cela, il devait y avoir un réseau de défense complexe comprenant des bunkers fortifiés, des positions de tir, des voies ferrées, des routes, des ponts et d'autres infrastructures pour une défense robuste. Dans les années précédant l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union des républiques socialistes soviétiques, les Soviétiques avaient construit avec diligence leur zone de sécurité et leur réseau de défense, la ligne Staline. À la frontière, la zone de sécurité soviétique a été laissée quasiment dénuée de tout ce qui pourrait être utile. De vastes champs de mines ont été installés pour détruire les chars ennemis et diriger les troupes allemandes dans des embuscades. Les sapeurs russes avaient préparé les ponts en vue de leur démolition, les troupes ferroviaires étaient prêtes à détruire les voies et le matériel roulant, et les Soviétiques avaient créé un vaste réseau de partisans professionnels dont le travail consistait à harceler et retarder l'avancée des Allemands avec des attaques de snipers, des embuscades et en coupant les communications et les approvisionnements. Les Soviétiques ont passé des années à former un cadre dédié de partisans capables de lever de petites armées si la situation l'exigeait. Ils ont enterré de grandes quantités d'armes, munitions, nourriture, provisions médicales et équipements de communication dans ce but. Quant à la ligne Staline, c'était un impressionnant réseau de mitrailleuses, d'artillerie et de tranchées en soutien mutuel, soutenus par des milliers de chars, d'avions et de troupes de réserve qui pouvaient être rapidement déplacés vers les zones de crise du front. Alors, avec toutes ces mesures défensives, pourquoi le blitzkrieg allemand n'a-t-il pas été arrêté à la frontière? Dans les mois précédant la guerre, les Soviétiques avaient en fait démantelé la plupart de leurs zones de sécurité et de la ligne Staline. Malgré les nombreuses théories sur les raisons de cette action, l'un des meilleurs arguments était que le démantèlement de toutes ces mesures défensives, dont certaines avaient pris plus de 10 ans à construire, gênerait l'avancée des armées. Si les Soviétiques avaient prévu d'attaquer, la zone de sécurité aurait été à leur arrière et inutile. Les armes et provisions de ces réseaux défensifs seraient cruciales lors d'une attaque sur l'Europe de l'Est. Mais le plus étrange est peut-être le timing de ces événements. De mai à septembre 1939, l'armée rouge a mené une bataille décisive contre les Japonais en Mongolie. À la suite de la bataille, connue sous le nom de bataille de Khalkhin Gol, où les forces soviétiques, sous le futur maréchal Zhukov, ont remporté une victoire étonnante dans la première bataille combinée jamais réalisée, Staline a nommé Zhukov pour diriger ses efforts dans le renforcement de la frontière soviétique. Et ce qu'il a fait ne se prête pas à penser qu'il s'agissait de mesures défensives. De plus, en novembre 1939, les Soviétiques ont envahi la Finlande dans ce qui est dorénavant connu sous le nom de guerre d'hiver. Pendant ce conflit, la zone de sécurité finlandaise, s'étendant sur 40 à 60 km, a retenu l'armée rouge pendant 25 jours, contribuant grandement à leur perte colossale. L'été 1941, les Soviétiques connaissaient l'importance d'une zone de sécurité robuste. Si Staline ne voulait vraiment pas la guerre parce que son armée n'était pas prête, comme beaucoup d'historiens l'ont prétendu, pourquoi alors détruirait-il volontairement la seule chose qui pourrait donner du temps à son armée en cas d'attaque? Quand Zhukov a pris en charge les préparatifs pour les zones frontalières, il a fait l'opposé de la planification de la défense. En Ukraine et en Biélorussie,
il a observé des routes en mauvais état, des ponts ne pouvant supporter tanks ou artillerie et un manque de grandes bases aériennes. Bien que le premier instinct serait de dire que c'était mauvais, ces conditions étaient toutes dans la zone de sécurité, là où les Soviétiques voulaient une infrastructure de faible qualité pour les envahisseurs. Au lieu de cela, Zhukov a fait tout le contraire. Il a mobilisé des troupes ferroviaires pour construire davantage de voies reliant l'Est à l'Ouest. Il a construit des dizaines de bases aériennes, toutes à 10 à 30 km de la frontière. Il a construit de plus grands ponts pouvant supporter des chars lourds et réparer des routes pour faciliter les déplacements. Mais quel était le but de tous ces travaux de construction? Selon l'historien de premier plan et ancien officier du renseignement soviétique, Viktor Suvorov, ces préparations étaient dues aux leçons tirées par Zhukov lors de la bataille de Khalkhin-Gol. Pendant cette bataille, les distances, les provisions et le matériel devaient parcourir d'immenses distances, certains équipements arrivant de plus de 8000 km. Combinés à de mauvaises routes et à une infrastructure presque nulle dans les dernières centaines de kilomètres de la chaîne d'approvisionnement, les forces soviétiques dépendaient fortement des camions et des charrettes tirés par des chevaux pour acheminer les provisions, l'équipement et les troupes au front. Selon Suvorov, Staline ne voulait pas répéter cette erreur et a fait presque doubler par Zhukov le nombre de voies ferrées, de ponts, de routes et de bases aériennes dans la région. Et le but de tout cela? Eh bien, rien d'autre que de transporter de grandes armées de l'Est à l'Ouest, ce qui est exactement ce que faisaient les planificateurs soviétiques dans les mois précédant la guerre. Le 22 juin, l'armée rouge avait rassemblé une force massive à sa frontière. Plus de 190 divisions de personnel ont été rassemblées dans la zone de sécurité frontalière. Ces divisions comptaient un peu moins de 3 300 000 personnes, dont environ 2 700 000 soldats de l'armée rouge, 215 000 marins et 153 000 troupes de sécurité du commissariat du peuple aux affaires intérieures. Ces forces étaient bien armées. Au total, les forces disposaient de plus de 57 000 pièces d'artillerie et de mortiers, de plus de 11 000 chars en état de marche et de près de 7 600 avions en état de fonctionnement. Mais toutes ces troupes étaient dangereusement exposées. Tout le long du front, d'importants ponts traversant des rivières comme le Bug formaient des barrières de défense naturelles. Alors que l'armée rouge avait précédemment préparé ces ponts pour une démolition, ces explosifs ont été retirés à la veille de la bataille. Certains historiens pensent que c'était une mesure de bonne volonté entre Staline et Hitler, tandis que d'autres, comme Suvorov, suggèrent que c'était pour sécuriser les ponts en vue d'une attaque. Ceux-ci, soutenus par le grand nombre de ponts flottants, de traverses de chemins de fer et de matériel roulant prépositionné près des grands ponts du côté soviétique, étaient indicatifs d'une attaque soviétique imminente. Mais alors que les généraux soviétiques ont remarqué après la guerre que l'invasion prévue de l'Allemagne devait commencer le 6 juillet 1941, que se serait-il passé si l'Union des républiques socialistes soviétiques avait attaqué avant l'Allemagne le 22 juin? Avec près de 2800 km de long, la quantité de territoire que les Allemands devaient défendre et à partir de laquelle les Soviétiques pouvaient attaquer était massive. Avec de telles distances à portée de main, les Allemands et les Soviétiques savaient que malgré les tailles immenses des deux armées, ils ne pouvaient pas mettre tous leurs œufs proverbiaux dans le même panier. Ils devaient plutôt choisir où attaquer, la géographie étant un facteur clé dans cette décision. Connu sous le nom de Polésie, le marécage qui s'étend de la Pologne et de la Biélorussie à travers le nord de l'Ukraine est une barrière naturelle pour la défense. Ce terrain rend incroyablement difficile la conduite de guerres de manœuvre à grande vitesse nécessaire dans les conflits modernes. Sachant cela, les Soviétiques devaient choisir entre une poussée principale vers le nord en direction de Berlin ou vers le sud en direction de la Roumanie. Pour résoudre ce problème, les Soviétiques ont mené 2 jeux de guerre de haut niveau à Moscou entre le 31 décembre 1940 et le 11 janvier 1941. Ces jeux ont été fréquentés par certains des meilleurs éléments de l'armée rouge de l'époque. Plus de 50 généraux, amiraux et officiers d'état-major ont assisté au jeu, tellement secret par nature que les autorités soviétiques ont transporté chaque officier dans son propre avion ou voiture depuis leur poste de service. Durant leur absence, les autorités soviétiques ont continué à publier des communiqués sur les activités quotidiennes des officiers pour masquer leur disparition du public. Une fois à leur hôtel, ils étaient gardés sous surveillance armée et transportés ensemble en bus le matin et de retour l'après-midi à la fin des événements de chaque jour. Un secret total était nécessaire pour un événement qui déciderait de la manière dont Staline procéderait en cas de guerre. Pendant le premier match, les Soviétiques avaient des paramètres suivants.
L'Allemagne a d'abord envahi le 15 juillet 1941. Ils ont pénétré à 70 km à l'intérieur de l'Union des républiques socialistes soviétiques avant d'être repoussés, et les soviétiques ont lancé une contre-attaque le 1er août 1941. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur la manière dont les soviétiques ont repoussé les Allemands à la frontière, l'important était la contre-attaque. Pendant le jeu, le regroupement des forces de l'Est a conduit à une victoire décisive sur les Allemands, bien qu'après de très lourdes pertes dans le Nord. Pendant le deuxième jeu de guerre, les Russes ont attaqué en premier. Cette fois, le général Zhukov a dirigé les forces soviétiques et a décidé de faire l'effort principal dans le sud en direction de la Roumanie. Pendant ce jeu de guerre, l'armée rouge a facilement écarté les formations allemandes et roumaines dispersées en raison du manque d'obstacles naturels et de l'équipement supérieur par rapport à ce qui existait en Roumanie à l'époque. Après avoir conquis la Roumanie, ces armées pourraient progresser vers Budapest en Europe centrale. Ces événements forceraient l'Allemagne à transférer des troupes et de l'équipement vers le sud, où l'immense supériorité numérique soviétique pourrait submerger les défenseurs restants. Mais pourquoi la Roumanie était-elle considérée comme une cible stratégique? En Roumanie se trouvait une grande quantité de pétrole facilement extractible, connu sous le nom de champ pétrolifère de Ploiesti. Bien que les chiffres aient varié tout au long de la guerre, en moyenne, les champs pétrolifères de Ploiesti fournissaient environ un tiers de tous les besoins en pétrole de l'Axe jusqu'à ce que la Roumanie quitte le côté de l'Axe en 1944. Prendre le contrôle de la Roumanie serait un échec stratégique pour Hitler qui aurait des impacts très réels sur le champ de bataille pour l'armée allemande. À cause de cela, les Jeux ont conclu qu'une approche par le sud pour saisir la Roumanie serait la meilleure stratégie. Une fois la Roumanie tombée, les Soviétiques pourraient pivoter vers le nord pour finir d'anéantir les formations allemandes en Pologne et en Prusse orientale. Ils pourraient ensuite se diriger vers Berlin. Alors, quand une invasion aurait-elle eu lieu et à quoi aurait-elle ressemblé? Il est temps d'aborder l'ERH. Concernant la détermination du moment où l'armée soviétique devait se préparer à passer à l'offensive, la date du dimanche 6 juillet est souvent évoquée. La raison de cela, outre le témoignage de plusieurs généraux soviétiques, est fondée sur des faits. D'ici le 10 juillet, le redéploiement de plus de 200 000 soldats soviétiques provenant de 5 districts militaires intérieurs aurait été achevé. De plus, de grandes quantités d'équipements, dont des chars et des munitions, seraient parvenus au front à temps pour être répartis aux troupes terrestres. Mais pourquoi spécifiquement le 6 juillet? Selon Suvorov, étant un athée convaincu, Staline aimait toujours mener de grandes opérations le dimanche quand il pensait surprendre les gens. C'est une évaluation assez juste et combinée au calcul que les forces soviétiques auraient été prêtes d'ici le 10 juillet, soit seulement 5 jours avant l'invasion allemande prévue le 15 juillet dans les Jeux de guerre, les soviétiques auraient prévu de frapper à ce moment-là. Mais il y a un problème. Cette date concerne le calendrier soviétique présumé. Les développements à la frontière auraient forcé Staline à agir plus tôt. Dans les mois précédant l'invasion allemande, les avions et les navires allemands ont violé l'espace aérien et les eaux soviétiques des centaines de fois. Certaines de ces missions de reconnaissance ont pénétré plus de 200 km à l'intérieur du territoire soviétique avant d'être repoussées. En plus des violations militaires allemandes, le nombre d'agents allemands tentant de franchir la frontière augmentait. Dans les semaines précédant l'invasion, pas moins de 36 agents allemands ont été tués par les gardes-frontières soviétiques. Les agents avaient pour mission de fomenter le mécontentement et la confusion parmi les troupes soviétiques frontalières. Et si cela ne suffisait pas, les services de renseignement soviétiques ont reçu des avertissements accablants de sources confidentielles au sein de l'armée allemande et de Winston Churchill lui-même qu'une attaque allemande était imminente. Supposons, de façon purement hypothétique, que Staline ait cru ces rapports malgré sa méfiance perpétuelle envers toutes les informations et qu'il ait décidé de frapper lorsqu'il est apparu évident que l'Allemagne déplaçait la majeure partie de ses armées de panzer vers le front. Quel était alors l'état de l'armée allemande à cette époque? De février 1941 à juin 1941, l'armée allemande a déplacé plus de 100 divisions vers l'Est. Au 21 mai, les Allemands avaient déplacé 42 infanteries et une division blindée à la frontière. Entre le 22 mai et le 10 juin, les Allemands ont déplacé pas moins de 20 divisions d'infanterie, 14 blindées, 13 mécanisées et 9 divisions de sécurité vers le front. Le 10 juin, les divisions d'infanterie ont entamé leur marche vers la frontière soviétique, suivies par les formations blindées le 18 juin. En tout, l'armée de l'Axe possédait plus de 3 300 000 soldats sur le front, 3 277 avions,
4 445 chars, 3 769 pièces d'artillerie et plus de 36 000 canons anti-chars et mortiers. Ces troupes étaient organisées en 3 groupes d'armées, appelés les groupes d'armées Nord, Centre et Sud. Ces groupes d'armées comptaient au total 121 divisions allemandes, 15 divisions et demie roumaines, 16 divisions finlandaises et la moitié d'une division slovaque. Avec un nombre si conséquent de forces contre eux, les Soviétiques devraient affronter une quasi-parité en termes d'effectifs sur le front. Avec l'accord de Staline, le Politburo aurait sûrement attendu que les forces allemandes atteignent la frontière pour surprendre l'ennemi. Cette intention hostile claire aurait signalé qu'il était temps d'agir, et les Soviétiques auraient tout pu lancer leur propre attaque, probablement une semaine avant les Allemands, alors que l'infanterie de masse commençait à se diriger vers la frontière. Mais à quoi ressemblerait ce premier jour chaotique ? Aux premières heures du matin du dimanche 15 juin 1941, Staline ordonne à son armée de réaliser l'impensable, commencer l'opération Tempête de tonnerre. Et on peut dire qu'ils sont débutés bruyamment. Sur tout le front, du district de Leningrad à Odessa sur la mer Noire, des dizaines de milliers de canons ont ouvert le feu dans un crescendo jamais vu dans les annales de la guerre. L'artillerie de tout calibre tire continuellement sur les positions, dépôts et installations de stockage allemands sur tout le front. Pendant ce temps, des milliers de bombardiers de l'armée rouge avec des escortes de chasseurs décollent de leur base à travers le district militaire occidental. Bien que les avions rencontrent quelques tirs anti-aériens dispersés de la part de quelques artilleurs endormis, ils commencent à déchaîner une grêle de bombes sur les aérodromes allemands qui venaient d'être terminés et qui étaient peu protégés contre les attaques. Bien que de nombreux avions allemands aient essayé de décoller en pleine nuit, la plupart sont abattus en morceaux avant même d'avoir la chance de rouler sur les pistes. Malgré cette attaque surprise, des avions allemands venant de plus loin en Pologne et en Hongrie ont commencé à décoller pour participer à ce qui deviendrait la plus grande bataille aérienne de l'histoire humaine. Alors que les avions et l'artillerie de l'armée rouge poursuivaient leurs attaques, l'infanterie soviétique se préparait mentalement pour l'énorme bataille qui allait avoir lieu. Après avoir reçu leur ration de vodka pour calmer leurs nerfs, ils se sont assis et ont écouté les commissaires politiques déclamer des discours sur la nécessité de tuer le fascisme une fois pour toutes. Les commissaires ont assuré aux troupes que bien qu'ils allaient à l'attaque, ils le faisaient vraiment à des fins défensives, tout comme Staline l'avait dit à un groupe d'officiers de l'armée lors des remises de diplômes de l'Académie militaire un mois auparavant. Malgré l'attente de la fin du bombardement, l'armée rouge a déjà commencé à envoyer des gens de l'autre côté de la frontière. Après des années à former des saboteurs professionnels, ils se rassemblent à leur point de ralliement pour distribuer armes, munitions, radios, explosifs et argent. Après avoir distribué l'équipement, ce groupe de partisans professionnels commence à réveiller les villageois en frappant aux portes pour les préparer au départ. Après le réveil de tous, des escadrons de partisans se dirigent vers les places de village. De là, ils montent dans des camions vers la frontière, où ils formeront des pelotons et des compagnies de saboteurs, chacun ayant son propre objectif. 3 pelotons sont chargés de faire sauter respectivement un dépôt, une caserne et une tour de radio. Sur tout le front des milliers d'escadrons de partisans commencent à traverser la frontière pour attaquer des cibles préarrangées. Mais ce ne sont pas les seules troupes en mouvement. Lors des préparatifs de guerre, les commandants soviétiques se sont engagés à former de nombreux parachutistes et fantassins de planeurs. Dans le cadre d'un effort pour lever une armée de parachutistes d'1 million d'hommes, les Soviétiques ont érigé des tours de saut dans toute l'Union soviétique. Pour même se qualifier pour sauter de la tour puis d'un avion, les jeunes hommes devaient prouver leur aptitude physique, réussir plusieurs tests de tir et avoir de bonnes notes à l'école. Ce n'est qu'alors qu'ils pouvaient être autorisés à sauter d'un avion militaire soviétique. Et ces efforts de recrutement ont fonctionné. Au printemps 1941, les efforts de recrutement de l'armée rouge avaient permis de former assez d'hommes pour établir 5 corps aéroportés, soit 10 divisions d'infanterie aéroportée, ce qui représentait plus du double de ce que les Allemands avaient à l'époque, considérant que non seulement la Luftwaffe n'avait que 5 divisions, mais celle-ci avait été décimée à Crète le mois précédent et n'avait pas encore été reconstituée. En plus des 5 corps aéroportés, l'armée rouge possédait des centaines de planeurs et formait plus de 30 000 pilotes de planeurs en 1940. L'armée rouge envisageait des armées massives d'infanterie en planeurs, pour lesquelles elle a commandé 7 500 planeurs supplémentaires le 16 juin. Ces 5 corps aéroportés se préparent à monter à bord de leurs avions sur les bases. Alors que ces troupes sont prêtes au combat,
elles vérifient leur équipement et se préparent à mener le plus grand assaut aérien de l'histoire de la guerre. Avec 3 corps aéroportés dans le nord, un face à la Roumanie et un 5e en Crimée, l'armée rouge va bientôt larguer des dizaines de milliers de parachutistes. Mais d'autres unités partent également ce matin. Dans tous les ports de la mer Baltique et de la mer Noire, des dizaines de sous-marins soviétiques reçoivent l'ordre de prendre la mer. Leurs ordres sont simples et stipulent simplement qu'ils doivent mener une guerre sous-marine sans restriction. Ces sous-marins, construits en grand nombre par Staline durant la dernière décennie, ont 2 missions à remplir. Premièrement, ils devaient couler tout navire militaire ou marchand qui pourrait aider l'effort de guerre allemand. Deuxièmement, ils doivent perturber toute tentative des Allemands de mener un débarquement amphibie dans les pays baltes pour garder les arrières soviétiques sécurisés. Pendant que les sous-marins se dirigent vers l'Allemagne, de plus en plus de personnes sont mobilisées dans toute l'Union soviétique. Parce que Stavka prévoit de lourdes pertes, le 2e échelon stratégique est entièrement mobilisé. Le 2e échelon stratégique est principalement composé de réservistes et de conscrits mobilisés pour combler les lacunes du 1er échelon stratégique lors de la traversée de la frontière. Staline avait cependant un plan pour mobiliser 5 millions d'hommes de plus dans l'armée afin de conserver un avantage en main-d'œuvre sur les Allemands et leurs alliés. C'est parce que la coalition de l'Axe a rassemblé 75% de leurs armées à la frontière soviétique. Bien que Staline ait encore plusieurs millions d'hommes sur ses autres frontières, il avait besoin de millions de plus pour remplacer les pertes et maintenir l'élan du 1er échelon stratégique. Ce matin, les hommes soviétiques de toute l'Union des républiques socialistes soviétiques sont tirés de leur lit. Ceux que les membres du Parti communiste local ne réveillent pas trouvent des troupes du commissariat du peuple aux affaires intérieures armées sur leur lieu de travail. Les hommes soviétiques n'ont pas le temps de dire au revoir à leurs familles ou de régler leurs affaires. On leur ordonne de signer leur rôle d'appel et on les conduit aux gares locales en vêtements civils vers les dépôts de recrutement de l'armée pour être équipés. Alors que tout cela se passe dans tout le pays, le bombardement d'artillerie de plusieurs heures s'arrête. Avec un silence inquiétant sur le front, l'armée rouge passe à l'attaque. Avec un fort cri de guerre, des sifflets d'officiers, plusieurs millions d'hommes se lèvent comme un seul homme et commencent à franchir la frontière. Voici un aperçu de chaque front. Alors que la 9e armée soviétique traverse la frontière roumaine, elle a l'avantage. À la veille de la bataille, les Allemands et les Roumains ont rassemblé 1 500 000 hommes, 16 008 canons et mortiers, 1144 chars et 1829 avions. Cette force est opposée à la 9e armée de choc et à la 18e armée de montagne, qui comptaient ensemble 1 400 000 hommes, 26 580 canons, 8 069 chars et 4 696 avions. La disparité en termes de chars et la qualité des troupes ici seront cruciales dans la bataille à venir. Avec un avantage de près de 7 contre 1 en chars, les Soviétiques ici sont en réalité plus mécanisés que leurs ennemis allemands et roumains. Bien que la majorité des forces de chars soviétiques soient de la classe BT, ces chars sont toujours aussi puissants et à certains égards meilleurs que leurs homologues allemands Panzer 1 et 2, dotés de moteurs plus petits et des armements moins puissants. Cependant, avec des centaines de fameux Panzer 3 et 4, les Allemands peuvent facilement affronter les chars BT de front. Les batailles qui en résultent sont un massacre pour ces chars BT qui se retrouvent en face d'un Panzer 4. Mais les Soviétiques avaient un atout auquel les Allemands ne s'attendaient pas. Fraîchement sortis de l'usine et fabriqués dans le plus grand secret, les Soviétiques ont déchaîné des centaines de chars moyens T-34 et de chars lourds KV-1 et KV-2. Contrairement à la croyance populaire, la force blindée soviétique était capable et beaucoup plus grande que ce à quoi les commandants allemands s'attendaient. En fait, Hitler a même remarqué plus tard que s'il avait su que les Soviétiques avaient autant de chars, il aurait envahi en premier lieu. Alors que ces chars lourds grondent au combat, les tankistes allemands sont abasourdis. Ils ne s'attendaient pas à voir de chars aussi massifs, et ils l'étaient. Les Soviétiques ont été le premier pays à créer le concept de chars lourds. Les chars KV-1 et KV-2 détruisent de nombreux chars et véhicules blindés allemands. Ils encaissent les tirs répétés des Panzer IV et leurs obus de 75 mm qui rebondissent sur leur armure. La seule défense des troupes allemandes et roumaines est de préparer des embuscades soigneusement orchestrées qui frappent ces chars à bout portant avec des tirs d'artillerie, mais ils n'ont pas beaucoup d'opportunités puisqu'ils sont actuellement débordés. Au nord, les Carpates traversent la Roumanie, la Slovaquie, le sud de la Pologne et l'Europe centrale.
Ces derniers mois, les Soviétiques ont discrètement positionné la 18e armée de montagne ici. La 18e armée de montagne est la meilleure unité de guerre en montagne de toute l'armée rouge, composée presque entièrement d'Arméniens, d'Azerbaïdjanais, de Géorgiens et de Tchétchènes des montagnes du Caucase. Ces troupes ont passé toute leur vie à vivre et à combattre dans les montagnes. Alors que la 18e armée de montagne commence son assaut dans les Carpates, elle balaye la frêle résistance roumaine. Ne s'attendant pas à une attaque, les Roumains avaient laissé peu de forces ici. Avec son flanc gauche exposé, le groupe d'armée sud doit décider s'il doit reculer ou rester en place et risquer d'être encerclé. Trop fiers pour reculer, les Allemands restent sur place, espérant que leurs troupes en route pour l'opération Barbarossa viendront les soulager. Mais les Soviétiques ont d'autres idées. Le 9e corps de fusiliers spéciaux a embarqué sur des navires de transport de la flotte de la mer Noire en Crimée. Leur destination est le port roumain de Constanta. Ce port est vital pour l'exportation du pétrole roumain via la mer Noire. Sa capture paralysera l'exportation de pétrole de la Roumanie. Alors que la flotte de la mer Noire se dirige vers la côte roumaine, les 62 navires de la flottille navale du Danube sèment le chaos parmi les positions allemandes et roumaines et menacent de couper la ligne de retraite pour ces unités près de la frontière. Naviguant sous une grêle d'artillerie côtière et de tirs au sol, les navires de la flottille du Danube déciment les positions ennemies et déposent des compagnies de marins soviétiques dans tous les ports le long du Danube. La capture de ces ports derrière les lignes ennemies sème encore plus la confusion chez l'ennemi sur où aller ou quoi faire. Et ça ne fait qu'empirer. Le 3e corps aéroporté soviétique commence à être parachuté en Roumanie. Leur objectif est de saisir des ponts et des villes à travers le Danube pour empêcher les unités qui n'ont pas encore complètement débarqué d'atteindre le front. Alors que ces batailles cruciales se déroulent, une autre bataille plus grande a lieu dans les airs. Alors que les troupes allemandes et roumaines luttent pour leur vie pour éviter d'être encerclées, des milliers d'avions soviétiques recouvrent le ciel et bloquent le soleil. Les bombardiers du 4e corps de bombardiers à longue portée survolent, sans prêter attention aux grandes formations de troupes et autres cibles près de la frontière. Où vont-ils? Les Allemands ne tardent pas à le découvrir. Tout comme dans les jeux de guerre en janvier, les bombardiers se dirigent droit vers les champs pétrolifères de Ploiesti et leurs raffineries. Mais ce n'est toujours pas une partie de plaisir. Les champs pétrolifères de Ploiesti possèdent l'une des défenses aériennes les plus denses de toute l'Europe, avec plus de 52 batteries de défense contre avions, 15 stations radars et plus de 10 escadrons d'avions pour les protéger. Les champs pétrolifères sont en fait les 4e zones les plus lourdement défendues en Europe en dehors de Berlin, Vienne et la vallée de la Ruhr. Bien que les bombardiers soviétiques subissent d'horribles pertes, leurs bombes atteignent leur cible. Les champs pétrolifères et les raffineries sont en flammes à la fin du premier jour. La production de carburant allemande est réduite d'un tiers. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, les avions de la 63e brigade aérienne de la marine soviétique basée en Crimée continuent les attaques au sol qui détruisent tous les pipelines menant de Ploiesti à Constanta, paralysant la production pétrolière roumaine même si les forces soviétiques se retirent. À la fin du premier jour, les forces soviétiques avaient avancé de dizaines de kilomètres en Roumanie, coupé les voies de fuite de l'Axe à travers les Carpates, pris le contrôle du Danube, détruit les champs pétrolifères de Ploiești et bloqué les renforts pour atteindre les troupes de l'Axe piégées près de la frontière. Et la situation plus au nord? Dans les pays baltes, le groupe d'armées nord-allemand est composé de juste plus de 787 000 troupes, 8 348 canons et mortiers, 830 avions et 679 chars. Dans le groupe d'armées centre, les Allemands et leurs alliés ont rassemblé 1 450 000 hommes, 15 161 canons et mortiers, 2 156 chars et 1 712 avions. Du côté soviétique de la frontière, Staline a rassemblé un peu moins d'1 200 000 soldats, environ 5 300 chars, près de 24 000 canons et mortiers et presque 4 000 avions. Et si l'on suit les calculs ici, les Soviétiques sont en réalité presque 2 fois moins nombreux en termes de main-d'œuvre, car ils ont déplacé la plupart de leurs forces vers le sud pour porter un coup décisif contre la Roumanie. Mais grâce à l'effet de surprise, les Soviétiques ont décidé de poursuivre leur attaque. Selon les plans soviétiques d'avant-guerre, les tâches suivantes auraient été attribuées à chacune des armées assemblées. Les 8e et 11e armées soviétiques sur le front nord-ouest, comptant environ 23 divisions, se voyaient principalement attribuer un rôle défensif.
Leur principale mission était de sécuriser les côtes de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, de repousser toute tentative d'invasion par la mer et de sécuriser les frontières pour repousser les inévitables contre-attaques allemandes. Cependant, ils se sont vus attribuer des opérations offensives limitées pour saisir la partie nord-est de la Pologne, y compris les villages de Suwałki, Sejna et Raczki. Le but de cela était de raccourcir la ligne de front pour sécuriser le flanc droit du front de l'Ouest. Une fois cela accompli, le front du Nord-Ouest commencerait une avance progressive vers la ville allemande d'Insterberg en concertation avec le front de l'Ouest. Quant au front de l'Ouest, composé des 3e, 4e, 10e et 13e armées, totalisant quelques 42 divisions, leur tâche principale était moins claire que l'objectif du front du Nord-Ouest. Alors que le front de l'Ouest, la 13e armée sûrement, devait laisser quelques troupes pour sécuriser la zone frontalière autour de Minsk, les 3e, 10e et 4e armées commencerait une avance générale en Prusse orientale. Cependant, étant donné la puissance des défenses allemandes dans la région, on ne s'attendait pas à une prise de territoire majeure. Leur but principal était plutôt de retenir les Allemands pour l'offensive majeure plus au sud. Le front sud-ouest soviétique était le plus grand des 3 fronts, composé des 5e, 6e, 26e, 12e, 18e et 9e armées, comptant environ 96 divisions. Comme nous l'avons mentionné, les 18e et 9e armées étaient en train d'envahir la Roumanie. C'est parce que les montagnes des Carpates forment une division naturelle sur ce front. Donc même si les 18e et 9e armées sont sous le contrôle nominal du front sud-ouest, leurs offensives ne se soutiennent pas mutuellement comme dans le nord. Le but principal des armées soviétiques restantes non engagées en Roumanie était de vaincre le groupement de forces allemandes de Lublin-Sandomierz et d'avancer vers la rivière Vistule. Une fois cela atteint, les armées devaient se diriger vers le nord en direction de Kielce, Piotrków et Cracovie, capturer la région de Kielce et Piotrków et s'arrêter sur les rives de l'Oder. Après avoir atteint cet objectif, le front sud-ouest, avec ses flancs sécurisés par la 12e armée de montagne et les Carpates polonaises, se joindrait au front nord-ouest et ouest pour une attaque totale sur la Prusse orientale. Bien que cela semble être en théorie une bonne idée, le plan suppose une chose critique, que les troupes soviétiques parviendraient à percer rapidement dans la direction de Lublin. Dans le sud de la Pologne, les Allemands avaient rassemblé certaines de leurs plus grandes concentrations d'hommes et de matériel dans le cadre du groupe d'armées centre qui surpassait le front sud-ouest presque 2 contre 1. Une percée éclair ici ne pourrait être possible que si quelques conditions étaient remplies. Premièrement, les Soviétiques devraient avoir largement détruit la Luftwaffe au sol. Deuxièmement, la plupart des blindés allemands étant stockés dans des dépôts près des principaux nœuds ferroviaires, les troupes soviétiques devraient avancer rapidement dans les premières 72 heures pour capturer de nombreux blindés et véhicules allemands. Sinon, les forces auraient les moyens d'échapper à l'encerclement et de retarder les attaques soviétiques assez longtemps pour que d'autres renforts arrivent. Cependant, en supposant que les forces soviétiques aient infligé des pertes similaires aux Allemands, cela aurait pu être possible. Au cours de la première semaine de l'opération Barbarossa, les Allemands ont détruit 4 990 avions soviétiques pour une perte de seulement 179 avions allemands. Si les Soviétiques obtenaient une victoire similaire lors de leur invasion, ce chiffre signifierait en réalité la destruction de tous les avions allemands assemblés pour Barbarossa, et plus encore. En fait, avec 4 878 avions dans toute la Luftwaffe à l'époque, toute la Luftwaffe allemande aurait cessé d'exister en une semaine de combat. Mais ces chiffres s'aggravent. Durant les premiers jours de l'invasion allemande, le front occidental et sud-occidental soviétique a perdu plus de 3300 chars, 1800 pièces d'artillerie et 324 000 hommes ont été capturés. Si ces fronts infligeaient des pertes similaires aux Allemands, tout l'armement rassemblé par les groupes d'armées nord et centre aurait été détruit. En ce qui concerne les pertes, pendant le trimestre de juin 1941 à septembre, l'armée rouge a subi plus de 2,8 millions de pertes, incluant presque 400 000 morts, 665 000 blessés et 1,7 million capturés. Si les Allemands avaient subi des pertes similaires, ils auraient perdu environ 75% de la force d'invasion rassemblée pour Barbarossa en 3 mois, avec seulement 1 million d'hommes restants pour défendre contre l'assaut soviétique. Si Hitler avait subi de telles pertes catastrophiques, que se serait-il alors passé? Si les Soviétiques avaient attaqué les premiers et remporté des victoires comme les Allemands, les conséquences auraient été stupéfiantes.
Sans Luftwaffe, avec peu de blindage et plus de la moitié de l'armée allemande tuée, blessée ou capturée en 3 mois, Hitler aurait dû lutter pour stabiliser le front. Au début, il ordonnerait aux territoires occupés par l'Allemagne d'envoyer les troupes disponibles sur le front de l'Est, laissant les forces auxiliaires locales gérer les affaires allemandes. De plus, Hitler exigerait que l'Italie fournisse la majeure partie de son armée de 1,63 million d'hommes à envoyer vers l'Est. Cependant, faire cela signifierait essentiellement abandonner l'Afrique du Nord, perdre la Grèce, l'Albanie et la Yougoslavie, qui seraient gouvernées par des troupes locales, et laisser la Sicile vulnérable à l'attaque. Mussolini protesterait certainement contre cela, mais Hitler le forcerait à le faire en tant que partenaire principal. Avec des millions de troupes de l'Axe étant délestées d'autres parties de l'Europe pour contrer l'avancée soviétique, les alliés occidentaux auraient une fois lancé leurs propres opérations offensives dans la forteresse Europe beaucoup plus tôt. L'opération Husky, l'invasion de la Sicile, aurait pu avoir lieu dès 1941 et le débarquement aurait pu se produire en 1942. Quant à l'état du front de l'Est, Hitler aurait certainement pu ralentir l'avancée soviétique, au moins en envoyant des millions de troupes allemandes, italiennes, hongroises, roumaines et finlandaises gérer le problème. Cependant, sans force aérienne et avec un blindage limité, les Allemands se retrouveraient là où ils en étaient en 1944 et quelques années plus tôt. Les Allemands seraient sur la défensive, mais pourraient encore livrer un bon combat, bien que sur une durée limitée. Avec la perte de la Roumanie en 1941 contre 1944, l'économie allemande n'était pas préparée à la perte de 30% de son pétrole. Alors que l'industrie et l'armée allemande s'arrêteraient, la Wehrmacht abandonnerait ses tactiques de blitzkrieg en faveur d'une guerre statique, mais tout cela était basé sur le maintien de leurs alliés aussi longtemps qu'ils l'ont fait. En réalité, l'Italie a capitulé en 1943, la Finlande et la Bulgarie en 1944. Avec un tel tournant des événements sur le front de l'Est, il est possible que tous les alliés de Hitler l'auraient abandonné beaucoup plus tôt. Si c'était le cas, les forces soviétiques auraient pu être là 3 ans plus tôt. Au printemps de 1942, au lieu de prendre d'assaut le Reichstag en avril 1945, car il leur a fallu 3 ans pour repousser l'Allemagne jusqu'à la frontière soviétique de 1941. Si la guerre avait potentiellement pris fin en 1942, des dizaines de millions de vies auraient pu être sauvées puisque les camps de la mort n'avaient pas encore été mis en place. La bataille de Stalingrad n'aurait jamais eu lieu et tant d'autres événements n'auraient tout simplement jamais eu lieu. Mais hélas, les Allemands ont frappé en premier, donc l'opération Groza et tout ce qu'elle aurait pu faire pour le monde ne seront jamais connus. Maintenant, jetez un œil à ceci. Et si Hitler n'avait jamais envahi la Russie? Ou regardez cette autre vidéo.